J'ai le plaisir de vous présenter Max Engamard, que je connais depuis une quinzaine d'années, je pense déjà, et qui est le directeur depuis 30 ans, je crois, des éditions Draw à Genève, un grand 16e tel que je le connais, un grand érudit. Il est docteur en théologie et sa thèse a porté sur le Cantique des Cantiques à la Renaissance, spécialiste de Calvin. Il serait trop long d'énumérer toutes les publications sur Calvin et de Calvin auxquels il a permis de voir le jour. Notamment, il a découvert et pu éditer les sermons sur la fin du livre d'Ésaïe, ainsi que la dernière édition de l'Institution de la religion chrétienne, latine, qui a été annotée par Calvin lui-même et son frère Antoine. Donc, Max Engamard va nous expliquer ce qui l'a motivé à entreprendre ce projet de publication, ou en tout cas le mener à bien en tant qu'éditeur. Merci Eric de tes mots trop gentils. Si je le pose là, vous m'en... Non, il faut vraiment... Non, comme ça c'est... Voilà, j'avais un professeur d'homilétique qui m'avait dit « Engamard, vous avez une belle voix, n'en profitez pas ». Donc voilà, normalement le micro est pas toujours nécessaire. Alors que merci à Eric de m'avoir proposé ça, même si c'est un piège, parce que je ne suis pas un spécialiste d'Althusius. Et Althusius, n'ayant au contraire d'autres penseurs politiques commenté la Bible, je ne l'ai pas beaucoup fréquenté. Mais comment un éditeur publie Altusius? Quand Gaël est venu m'a contacté à la fin de l'année 2021 au sujet de son projet de traduction de la politique d'Altusius, qui aurait dû paraître aux éditions Kérigma, elle m'offrait un travail éditorial qui touchait à sa fin. Nous sommes rencontrés le 10 décembre 21 au cours d'une journée qui était consacrée à la traduction française du livre de Ian McLean, et il faut pas dire MacLean, c'est pour ça que même si ça s'écrit comme ça devrait se prononcer MacLean, mais c'est un Écossais et on dit MacLean. Interprétation et signification à la Renaissance, le cas du droit. Donc j'étais un peu un Inis Miles, un soldat du feu, un pompier de service, puisque le livre devait paraître ailleurs et on vient me le proposer quasi terminé. Donc, je l'ai lu vite la longue introduction et ce travail magnifique de traduction, en faisant quelques comparaisons avec le latin, pour m'assurer évidemment que tout le travail, même si on nous apporte des travaux de qualité, il vaut quand même la peine de vérifier. Et puis, malgré notre journée, j'avais écrit sous les ors de l'Institut de France. Alors, on n'est pas tout à fait... On est à côté des ors de l'Institut de France. Johannes Althusius n'est pas très connu dans notre monde francophone. Chantal Delsol vient de le rappeler. Mais ma tradition calviniste et l'écriture de ma thèse en Allemagne m'avaient permis de le croiser. J'approchais un peu plus, et plus tard, Althusius, sa théologie politique, a fait sa dignitas populi, grâce aux travaux d'amis théologiens, Wim Janse, Christoph Straume, avant ceux de Cornel de Zierlein, mais de manière peu approfondie. Car Althusius n'a pas commenté la Bible. J'ai aussi trouvé Althusius chez des penseurs seiziémistes comme Stéphane Jonget ou Paul-Alexis Mellet dans leurs thèses respectives. Donc il y avait toujours un peu d'Althusius. Et puis, à l'occasion d'un colloque Johannes Alasco à Emden, il y a un peu plus de 20 ans, j'avais eu l'occasion de voir la bibliothèque d'Althusius. Ceux qui sont allés à Emden, au premier étage, cette pièce complète de reliures uniformes en peau de truie estampée crème. Et donc on a, parce qu'il avait été syndic d'Emden, on a la bibliothèque complète d'Althusius.
Mais je n'ai pas travaillé sur la bibliothèque d'Altusius. Dans le premier quart du XVIIe siècle, 4 éditions de la Politica, vous le savez, 1603, 10, 14 et 17. Est-ce que c'est une Ausgabe ou Auflage, est-ce que c'est une édition ou une réémission? Et puis 1625. Je ne pense pas que l'édition de 1654, qu'on voit dans la bibliographie, soit réelle. Il n'y a qu'un exemplaire qu'on connaît, et elle a exactement la même collation que la 3e édition de 1614. Donc j'ai le petit soupçon, puisque celle de 1614 n'a pas de nom d'imprimeur sur la page de titre, que ça pourrait être un fantôme, comme on dit en bibliographie, un livre qui n'existe pas. Donc ça mériterait d'aller voir celle de 54 dans une petite bibliothèque allemande. Et puis, ça a apparu à Helborn. Alors évidemment, pour les réformés allemands et dans notre monde réformé, Helborn, c'est important, puisque c'est là qu'il y a eu la Bible de Piscator qui a paru, la même année que la politique. Donc, intéressant d'avoir cette Bible de Piscator qui va avoir une influence dans le monde réformé au XVIIe siècle, vous le savez. Puis 3 siècles sans édition du texte, jusqu'à celle de la reprise de Harvard University Press en 1932, et c'est celle qui est à la BGE à Genève. Nous n'avons pas d'édition ancienne d'Altusius. Ça, c'était la surprise. Alors, comment croiser cet intérêt avant d'en venir à cette politique et à cette édition? Un éditeur d'érudition, il doit savoir des choses, et puis il y a des choses qu'il ne connaît pas. Alors, les choses que je connaissais et mon intérêt pour Altusius. Dans un livre sur Bethsabée que j'essaye de terminer, commencé il y a 30 ans, donc il y aura bien un jour où je le finirai, je consacre un chapitre au rôle politique de Bethsabée, intervenant auprès du vieux David pour Salomon, puis du jeune roi pour son demi-frère Adonijah ou Adonias. Quand on ouvre les traités de politique et d'économie politique des XVIe et XVIIe siècles, Bethsabée n'est pas convoquée, même dans la politique d'Altusius de 1603. Le fait que David ait institué en personne et de son vivant son fils Salomon comme roi est rappelé plusieurs fois dans le 19e chapitre sur la transmission en droit du royaume, avec les références au premier chapitre du premier livre des rois, mais le rôle de Bethsabée est passé sous silence. Plus loin, le meurtre d'Adonijah par la volonté de Salomon est mentionné dans le 20e chapitre sur la promesse de soumission, sans que le contexte et l'intervention de Bethsabée soient consignés. Si Antoine de Montchrétien, je mets en contexte Altusius avec les autres penseurs de son époque dans ce chapitre, si Antoine de Montchrétien a composé un David en 1601, David ou l'adultère, l'a-t-il appelé, profondément retravaillé pour une seconde édition de 1604, son traité d'économie politique, que vous devez connaître, bien sûr, de 1615, dédié au jeune roi Louis XIII et à sa mère, aucune place n'y est faite à Bethsabée. Quelques années avant Altusius, François Hautemann, qu'on associe régulièrement avec Altusius, dans sa Consolatio et Sacris Litteris, c'est aussi une pensée qui se fonde sur l'écriture, en passe par le crime passionnel. En effet, écrit-il, 2 graves crimes ont terni le règne de David, le meurtre d'Uri et le dénombrement du peuple. Je traduis, lorsque David eut contemplé Bethsabée, la femme de son très fidèle vassal, cliens en latin, Uri, remarquable de forme et de beauté, il ne commit pas seulement l'adultère avec elle, mais d'autant qu'il s'abandonna aux conséquences de sa débauche, libido, il fit encore tuer Uri. Il augmenta ainsi sa turpitude par une seconde action plus affreuse. C'est un penseur politique et juridique
et je laisse de côté Hugo Grotius, qui a donné de très pertinentes annotations sur l'écriture sainte et qui a dédié lui également un livre à Louis XIII, hein, c'est le De Iure Belli ac Pacis, qui est dédié à Louis XIII, ont donc terni la figure de David, Pierre Bel, à la fin du siècle, étant le plus terrible. Dans la notice David de son dictionnaire historique et critique, au contraire de Hottmann, Bel ne se limite pas à 2 péchés et dresse une liste de manquements de David. Et alors, il explique comment il peut juger de cela. Je le cite, « Il y a bien d'autres choses à reprendre dans sa vie. Il n'est pas jusqu'à ces dernières paroles où l'on ne trouve les obliquités de la politique. L'Écriture sainte ne les rapporte qu'historiquement, c'est pourquoi il est permis à un chacun d'en juger. Comme au siècle précédent Castellion, qui considérait qu'il n'avait pas besoin d'esprit prophétique, ni d'être inspiré pour comprendre certains livres bibliques, dont les livres historiques, Pierre Bel osa juger des péchés de David quand ils sont rapportés d'un point de vue historique. Et il les énumère. Donc, la polygamie, à la mort de Saül, le fait de gagner le royaume d'Isboseth par des intrigues. Pendant la révolte d'Absalom, David a faim et donné de mauvais conseils. Manque de chasteté avec Abisag, qui le réchauffa, l'échauffa aussi. Injustice avec Méphibosheth, le fils de son intime ami Jonathan, pauvre boiteux, auquel il ne restitua que la moitié de son bien. Le fait que David ait dansé en petite tenue, mais il le défend en disant qu'il n'était pas tout nu. Donc, voilà, petit plaisantin qui avait dit, parce qu'on avait accusé David de danser nu, d'avoir dansé nu devant l'arche. Donc Bel dit non, petite tenue, mais quand même, voilà, d'avoir souvent entrepris des guerres injustes et surtout d'avoir été cruel dans ses punitions. Hein, vous savez, après le siège de Rabat, les pauvres habitants passaient par la scie. Alors, au nom d'une morale plus naturelle qu'évangélique, Bel critique le roi David, jugé lascif, intrigant, rusé, immoral, etc. Rien de tel, bien sûr, chez Althusius. Et j'en viens à mon titre, inconscience ou clairvoyance. Vous comprenez maintenant, en vous donnant mon contexte d'éditeur un peu savant, que quand on est venu me proposer, que Gaël est venu me proposer la politique d'Althusius et la première traduction française, j'ai sauté dessus parce que je ne l'avais pratiqué qu'un peu en latin, je connaissais Althusius mais très mal, et c'est ça mon plaisir d'éditeur d'érudition, c'est que je m'instruis tous les jours. Je lis, et parce que Draw, nous lisons ce que nous publions, et donc c'est pas toujours le cas chez les éditeurs, vous le savez, mais donc ça me permettait d'approfondir Althusius, d'où peut-être l'inconscience. Donc, être éditeur d'érudition, c'est en amont faire front d'un bagage littéraire et historique chez Draw, d'une connaissance de nombreux textes importants et d'études significatives. Ça, c'est faire front. Mais c'est aussi faire paume pour recevoir, combler les insuffisances, accueillir des découvertes et approfondissements, et puis pour apprendre, pour lire, pour vouloir comprendre, pour une curiosité qui est la mienne, qu'Augustin aurait pu un peu critiquer, on le sait, il n'aimait pas trop la curiosité, mais moi, je suis un homme curieux. Alors, c'est pour ça qu'il y a évidemment une certaine inconscience à publier 800 pages de la politique d'Althusius, d'un homme que le monde francophone méconnaît grandement aujourd'hui. Et j'aimerais remercier pourtant Gaël de m'avoir apporté cette traduction, cette belle traduction, et puis Éric qui a soutenu l'entreprise
pour faire baisser le prix de vente, qui a eu une action déterminante parce que, en effet, on le rappelait, il n'y a pas beaucoup d'argent dans la recherche, et d'avoir eu des soutiens privés m'a permis de vendre le livre 2 fois moins cher que ce que j'aurais dû s'il n'y avait pas eu suffisamment d'argent pour soutenir l'édition. Et donc, il faut aussi peut-être un peu de foi éditoriale, de foi dans la recherche pour publier ce livre. Et dans un siècle où l'action politique est dévalorisée, pratiquée de manière vicieuse ou tyrannique par les dirigeants les plus influents de notre monde sublunaire, un retour à Althusius est peut-être visionnaire. Et dans ce cas, l'édition de la traduction française de la politique serait un geste clairvoyant. Je vous remercie.